Bonjour à tous. Nous voilà dans le module 3 de l'optique géométrique et physique et de l'ETSO. Continuons notre chemin de la visite de tous les systèmes simples en optique géométrique et physique et en ETSO par la lentille épaisse. Les lentilles épaisses ne sont pas du tout l'opposé des lentilles minces. Ce sont juste des cas généraux de la lentille mince, auxquels nous avons rajouté l'épaisseur, donc une distance S1, S2. Mais qu'est-ce qu'une lentille? Une lentille est tout simplement l'association de deux dioptres sphériques ou d'un dioptre sphérique et d'un dioptre plan. Nous avons vu dans le module 2 que l'association de deux dioptres plans ne s'appelle pas une lentille, mais une lame à face parallèle. Donc, j'ai représenté sur le schéma deux dioptres sphériques, S1 et S2, tous les deux ayant un centre de courbure, C1 et C2, C1 pour le dioptre 1, C2 pour le dioptre 2. Sur ce schéma, je les ai mis du même côté, mais ils peuvent être tous les deux à gauche, tous les deux à droite, ou un à gauche et un autre à droite. Ça donnera une forme géométrique au verre ou à la lentille. Dans notre magasin, tous nos verres ou toutes nos lentilles baignent dans l'air, l'indice d'entrée étant l'air et donc l'indice de sortie aussi. Les deux dioptres sont espacés d'une certaine distance, connotera E exactement comme dans la lame à face parallèle pour dire épaisseur. Les deux dioptres, S1 et S2, ont forcément une puissance qu'on avait vu la dernière fois par la formule l'indice de sortie moins l'indice d'entrée divisé par le rayon de courbure. Ici, ça nous donnera pour le dioptre 1, D1 est égal à N moins 1 sur le rayon de courbure 1. Le dioptre D2 aura donc pour puissance D2 est égal à 1 moins N sur le rayon de courbure 2. L'air ayant forcément un indice égal à 1, comme nous avons vu dans le module 1. Parlons maintenant de la puissance de la lentille. Nous avons vu juste avant que chaque dioptre, S1 et S2, a chacun une puissance D1 et D2. L'association de ces deux dioptres sphériques qui nous donne la lentille donne forcément une puissance à la lentille. Cette puissance, on va la noter un peu différemment que D1 et D2, puisque là, on va parler de la lentille. Donc, on va la noter D ou DL pour la dioptrie de la lentille, ou toujours P pour la puissance. Cette formule s'appelle la formule de Gullstrand. Gullstrand étant un ophtalmo suédois qui, au début du XXe siècle, a voulu comprendre le fonctionnement de l'œil. Et à partir de ça, on a conclu une formule un peu complexe, mais très utile en optique géométrique et en analyse de la vision. Cette formule est tout simplement D, la puissance de la lentille, est égale à D1 plus D2 moins E sur N, D1, D2. E étant l'épaisseur de la lentille S1, S2, et N, l'indice de la lentille. Généralement, on va négliger l'épaisseur de la lentille pour ensuite, au plus tard, avoir une lentille mince. On aura donc tout simplement D est égal à D1 plus D2, puisque E égale à 0, la dernière partie, tous vos zéros. Prenons maintenant un cas précis que vous pouvez facilement retrouver en magasin. Vous voulez commander à votre verrier un verre de base 8. Mais que veut dire base 8? La base
d'un verre est tout simplement la puissance de la face avant de la lentille. Donc ici, si on vous dit je veux un verre de base 8, le dioptre d'entrée, ici D1, vaut donc 8 dioptries. Maintenant, vous voulez pour votre client un verre ayant une puissance totale de plus 3. Il est donc hypermétrope de 3 dioptries. À partir de là, nous allons calculer grâce à la formule de Gullstrand, qui est D égale D1 plus D2. D ici vaut 3 dioptries. D1 vaut 8 dioptries. Donc D2 est tout simplement la différence entre D1 et DL. Donc ici, la puissance de la face arrière vaut moins 5 dioptries. Continuons maintenant sur la simplification de la lentille épaisse en supprimant l'épaisseur, en nous donnant donc tout simplement la lentille mince. Sur notre schéma, nous savons que S1 et S2 à la base étaient séparés d'une épaisseur E. Mais puisque les lentilles sont minces, on néglige l'épaisseur, donc S1 est confondu avec S2. Au niveau du schéma graphique, on va donc simplifier le système pour représenter par des rayons lumineux. La lentille convergente, donc le rayon incident, se rapprochera de l'axe optique. Donc en bout du dioptre, nous allons mettre deux flèches qui se rapprochent de l'axe optique. Pour la lentille convergente, nous savons que la puissance est forcément positive. Le foyer objet en avant de la lentille, le foyer image en arrière de la lentille. Tout le contraire de la lentille divergente. Dans la lentille divergente, les rayons ne font que s'éloigner de l'axe optique, d'où le symbole des deux petits traits qui s'éloignent de l'axe optique. La puissance d'une lentille divergente est forcément négative. Donc, à cause de cela, le foyer objet, au lieu de se retrouver à gauche, se retrouve à droite. Et donc, le foyer image sur la partie de gauche. Vous savez que la lentille convergente compense un hypermétrope et la lentille divergente compense un myope. Pour placer précisément les foyers sur l'axe optique, nous allons utiliser les formules que nous avons vues dans le module 2, qui sont SF' égale N2 sur D et SF est égal à N1 sur D. Ces distances, SF' et SF, on les notera petit f et petit f'. Elles s'appelleront distance focale. Pour petit f, distance focale objet, et petit f', distance focale image. Et donc petit f' vaut la distance entre le centre optique de la lentille O et le foyer image f'. Nous savons ici que les lentilles baignent dans l'air, donc les indices N2 et N1 valent 1, donc petit f' est égal à 1 sur D. De même, petit f vaut la distance entre le centre optique O et le foyer objet F, donc OF, qui vaut moins 1 sur D. Donc, si on compare les deux fractions, petit f' qui vaut 1 sur D, petit f vaut moins 1 sur D. Donc, petit f' est égal à moins f, qui est égal à 1 sur D. Sur nos schémas, f et f' sont donc symétriques par rapport à la lentille. En optique graphique, nous devons déterminer la position des objets et des images grâce aux rayons. Heureusement pour cela, nous avons trois rayons particuliers. Prenons le premier cas de la lentille convergente. Son foyer objet F est à gauche, son foyer image F' est à droite. Le premier rayon que nous connaissons est l'infini d'un F'. Cela se représente par un rayon parallèle à l'axe provenant de l'infini ressort forcément en passant par F'. Nous remarquons que le rayon rouge ressemble fortement au petit symbole de la lentille convergente. Le deuxième rayon
c'est F, le foyer objet, donne l'infini. Un rayon incident passant par F ressort forcément parallèle à l'axe. Le troisième rayon, le plus facile, est celui qui passe par le centre. Celui-là n'est pas dévié. Prenons maintenant le cas de la lentille divergente. Attention, on a une inversion des foyers. Le foyer objet ce coup-ci est à droite, le foyer image est à gauche. Prenons le rayon le plus facile, le bleu. Le bleu n'est pas dévié par le centre optique. À partir de cela, le rayon incident et le rayon émergent sont une seule et unique droite. Maintenant, le rayon rouge, lui, incident, est toujours parallèle à l'axe. Par contre, je rajoute sa partie virtuelle. Nous avons vu dans le module 1 que la partie réelle plus la partie virtuelle, c'est un rayon unique. Je sais que le rayon image passe par F'. Attention, F' est à gauche. Ce n'est pas pour cela que je retournerai vers la gauche. La lumière va toujours de gauche à droite. C'est donc la partie virtuelle du rayon émergent qui passera par F'. De même pour le foyer objet. Le rayon réel, la partie réelle passe par F grâce à sa partie virtuelle. Puisque le rayon vert passe par F, il émergera forcément parallèle à l'axe. Maintenant, essayons de déterminer, grâce à ces rayons que nous venons de voir, la position de l'image A'B' par rapport à la position de l'objet AB. J'ai donc placé sur un axe optique un objet AB avant une lentille convergente. À partir de cela, nous allons déterminer la position des trois rayons. Je connais la position des trois rayons, qui sont le rayon parallèle à l'axe, le rayon qui passe par le centre et le rayon qui passe par F. L'avantage du rayon bleu, c'est que celui-là n'est toujours pas dévié par la lentille. Puisque nous avons vu précédemment la marche du rayon rouge, qui est parallèle à l'axe, celui-là passe forcément par F', comme ceci. Le rayon vert, puisqu'il passe par F, ressort forcément parallèle à l'axe. Nous avons vu que la chaîne des images ne veut pas forcément dire que A'B' est l'image et AB l'objet. Ça veut aussi nous dire que, puisque les trois rayons incidents passent par B, donc les trois rayons émergents passent par B'. Donc B' est l'intersection des trois rayons émergents. En projetant B' sur l'axe optique, nous avons donc trouvé l'image A'B', qui est l'image de AB. AB et A'B' sont donc deux conjugués de la lentille L. Plus compliqué. Nous allons faire exactement la même chose, mais avec une lentille divergente. Donc, toujours pareil, nous avons placé AB sur un axe optique, la lentille divergente, le foyer image à gauche, le foyer objet à droite. Nous avons toujours la chaîne des images AB qui donne à travers la lentille L A'B'. À partir de là, nous allons donc placer les trois rayons incidents. Toujours commencer par les trois rayons incidents. Le rayon parallèle à l'axe, le rayon qui passe par le centre et le rayon qui passe par F. Attention, F n'est pas à gauche. Il ne faut pas intervertir le foyer objet et le foyer image. Nous savons qu'à partir de ce moment-là, nous devons placer les trois rayons émergents. Donc, nous avons le rayon rouge qui ressort en passant par F', le rayon bleu qui n'est pas dévié par l'axe, et donc le troisième rayon qui ressort parallèle à l'axe optique. Je sais que grâce à la chaîne des images AB est l'intersection des trois rayons incidents, donc B' est l'intersection des trois rayons émergents. Parfois, il faut changer de milieu. Nous voyons là que A'B' est placé dans la partie objet et non pas dans sa vraie partie
image. Il n'est donc pas réellement dans la partie image, mais il y est virtuellement. C'est pour ça que nous représentons A'B' en pointillé. Dans ce module 3, nous avons vu comment les rayons sont déviés à travers une lentille. Nous savons donc graphiquement déterminer la position de l'image par rapport à celle de l'objet. Dans le prochain module, nous verrons comment le calculer grâce aux relations de Descartes et bien sûr calculer leur taille. Je vous remercie beaucoup.